Hola todos oyentes, salut à vous, auditeurs de la référence sportive. Dans ce nouveau numéro de Plateau Foot Europe, J-5 avant la finale de la Ligue Europa qui voit l'Olympique de Marseille se frotter à l'Atlético Madrid au stade Groupama Stadium de Lyon. Mercredi prochain, décryptage d'une affiche qui paraît déséquilibrée sur le papier mais qui a fière allure sur le rectangle vert. La Juve et le Paris Saint-Germain s'offrent la Coupe nationale respectivement en Italie et en France. Nous parlons de ces sujets en première partie. La deuxième déroule le tapis rouge au majeur avec le Classico, rythmé de buts, de bousculades et d'erreurs d'arbitrage. Arsène Wenger applaudit pour sa dernière à domicile. Chelsea rêve de la Ligue européenne des champions et City qui enfile des records en première ligue. Un tour en Allemagne où des clubs historiques sont en danger. En Italie, la Juve se rapproche de plus en plus de son titre de champion. En France, la lutte pour la deuxième place est totalement relancée. Nous finirons avec les questions des auditeurs, le quiz spécial Jamaïque pour célébrer, en beauté, le 11 mai, hommage à Robert Nesta Marley, le pape du reggae et grand amateur de foot. La Dream Team est en place de parler de tout ça. Bonjour, bienvenue Fifi Assogbavi. Bonjour Angelo, et je salue les spécialistes et puis toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Comment ça va? Ça peut aller. Bien sûr. Bonjour Franck Lunyama. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. En pleine forme, hein? On rend grâce. Merci beaucoup. Hola, Seigneur Guetor. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Romeo, vous allez bien? Très bien. Très bien. Après un classico très émouvant. On va en parler tout à l'heure. Armel Ouaba, good morning. Comment tu vas ce matin? Je vais être très bien. En pleine forme? Très en forme. En carreau rouge, c'est un hommage à Arsène Wenger? Oui. Ah, justement. Et juste à votre gauche, c'est Ezekiel Ayataï. Bonjour, Ezekiel. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Et comment tu vas? Ça va. Et l'homme à devant est là pour assurer la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur Radiosport FM tg.com. Et puis, oui, mise en onde, c'est le grand de la maison, Théo Ajavon, présentation Angelo Fodikwe, Plateau Foot Europe, 489, le coup d'envoi est donné. Et nous parlons de la finale de la Ligue Europa qui a lieu mercredi, dans 5 jours. Ce sera Marseille qui reçoit au Groupama Stadium de Lyon l'Atlético Madrid. Oui, Franck Nouyama, pour vous, quel cliché donner déjà à cette affiche? Quoi qu'on dise, c'est une finale inédite. Parce que Marseille, par rapport à l'effectif dont il dispose, n'était pas attendu à cette finale de la Ligue Europa. Même Atlético Madrid est attendu à un niveau plus élevé, c'est-à-dire dans la C1, mais cette équipe a été éliminée et se retrouve finalement au niveau de la Ligue Europa. Donc je pense que c'est une bonne finale au vu de tout ce que les deux clubs ont montré durant toute cette compétition, durant le parcours, on va dire, de ces deux clubs. Oui. Maintenant, sur le papier, on va dire que l'Atlético Madrid part favori pour avoir gagné cette compétition 2 reprises déjà, 2010-2012, ce qui veut dire qu'ils ont un certain vécu. Marseille a une fois joué la finale, c'est vrai, il y a 14 ans, et avec un quart de finale en 2009. Donc c'est un peu déséquilibré de ce côté. Maintenant, un match de football reste un match de football. On sait que Marseille a montré beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Donc face à l'Atlético Madrid, ça risque d'être un match intéressant avec la balance un peu plus du côté des Colchoneros. Fifi, vous voyez pratiquement le même cliché, l'Atlético expérimenté et en Ligue des Champions, reversé en Ligue Europa face à une équipe de Marseille. C'est vrai, il y a une certaine combativité, une certaine fierté, mais est-ce que cela va suffire ? Je vois la même chose, je vois plus l'Atlético Madrid un peu au-dessus de Marseille dans cette finale. Surtout que Marseille n'a pas une très grande défense et Marseille, durant toute la saison, n'a pas su s'imposer face aux grands du championnat. Et même quand vous voyez le parcours de Marseille en Europa League, c'est plutôt un parcours, moi je dis un parcours un peu chanceux parce que Marseille n'est pas tombé sur les grands coups de cela. Maintenant, ce sera le grand test même pour Marseille. Et Marseille, ça arrive
ça arrive en finale. Donc, je me dis que sur le papier, c'est quand même déséquilibré, c'est en faveur de l'Atlético. Oui. Mais maintenant, Marseille est quand même en France et aura quand même la chance d'avoir ses supporters. En plus, c'est une finale de coupe et quand on joue une finale de coupe, on donne tout dans une finale de coupe, on joue comme si c'était le match de sa vie, parce que Marseille n'est même pas sûr de pouvoir avoir un ticket pour la Ligue des Champions dans le championnat. Et Marseille sait qu'au bout de 90 minutes, et il peut avoir ce ticket-là pour la Ligue des Champions. Marseille va tout donner sur le terrain. Donc pour moi, je me dis, ce sera difficile pour Marseille, mais Marseille peut y croire. Ah oui, vous êtes très prudente, même si ce serait difficile pour les Phocéens. Roméo, vous qui patronnez la Liga, oui, est-ce que du côté des Colchoneros, on y croit dur comme fer, quand même arriver à accrocher un titre pour cette saison? Ce qui est intéressant, c'est que les Colchoneros respectent beaucoup les Marseillais. Si vous lisez un peu leurs déclarations, ils disent que ce n'est pas une finale gagnée d'avance. Donc, ils sont obligés de jouer, d'aller arracher cette victoire chez les Marseillais, puisque le match se joue en France. Ça veut dire tout simplement que l'Atlético Madrid aussi ne prend pas à la légère cette finale, même si cette équipe est plus expérimentée que Marseille. On sait que Atlético a disputé déjà 2 finales de la Ligue des Champions perdues face au Real Madrid. Et pratiquement, ce sont les mêmes joueurs qui ont disputé cette finale. Ça veut dire tout simplement qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que les Marseillais. Maintenant, vous prenez Marseille, c'est une modeste formation, mais qui joue avec ses valeurs. On sait que cette équipe n'a pas un numéro 9 de race comme celui-là qui est Thibaut parti. Costa, ou bien Non, je parle justement de Bafé Gomis. voilà, Bafé Gomis, qui était, on va dire, l'homme à tout faire du côté de Marseille. Son départ a laissé un grand vide au sein de cette formation, mais heureusement, ils ont pu combler ce vide avec de jeunes joueurs comme Thauvin, Indié, qui arrivent parfois à apporter Marseille. Maintenant, il faut compter également sur le peuple français, parce que c'est toute la France qui accorde son soutien à Marseille, puisque aucun club français n'a gagné la Ligue Europa. Donc c'est une occasion pour les Français de pouvoir soulever ce trophée. Je crois que Atlético Madrid va jouer contre les Phocéens et aussi contre toute la France. Et Roméo a tendu si bien la perche. On joue à domicile du côté de l'OM. Ézéchiel, avantage ou pression pour les Phocéens? Les Phocéens, je pense, n'auront pas de pression véritable, puisque le club en face est donné favori. Maintenant, c'est un peu la petite guerre entre Lyon et Marseille. C'est la question qu'on se pose. Les supporters lyonnais seront de quel côté? Justement, voilà. Français, naturellement. Oui, mais bon, on sait un peu ce que c'est. Même les supporters du PSG ne voudraient pas que Marseille gagne ce trophée-là. Voilà, donc il y a ces petites guerres-là entre ces supporters. Oui. Donc on attendra de voir. Mais je pense que Marseille a un gros coup à jouer. Quelles sont les valeurs de cette équipe? Oui. Au niveau des joueurs, par exemple. Au niveau des joueurs, on sait que Marseille, aujourd'hui, va vite sur les contre-attaques. On a Thauvin, on a Payet qui arrive à délivrer des passes lumineuses. On a Valère Germain qui, malgré sa petite taille, est très bon de la tête. Donc, je pense que Marseille a un coup à jouer. Il y a Luis Gustavo qui est expérimenté aussi, qui a déjà joué de grandes compétitions, de gros matchs, qui a gagné la Ligue des Champions. Donc je pense que il peut apporter son expérience à ces jeunes. En face, c'est vrai que c'est l'Atlético Madrid, oui, un club très expérimenté, oui, mais il ne faut pas oublier que l'Atlético est moins à l'aise quand il possède la balle. Quand l'Atlético a la possession de la balle, c'est en ce moment que ce club devient déséquilibré sur les contre-attaques. Mais quand l'Atlético joue bas, arrive à serrer les lignes, l'Atlético est très difficile à jouer. C'est ce qui fait peut-être sa force face aux gros, face aux équipes les plus huppées. L'Atlético est plus solide, mais quand l'Atlético domine, l'Atlético est vulnérable. Donc ça peut profiter aux Marseillais qui, sur les contre-attaques, peuvent faire mal à l'Atlético et rester solide derrière. Donc je pense que c'est au mental, à la détermination que cette finale va se jouer. Armel, on sait que du côté de l'Atlético, il y a des joueurs déjà qui ont joué la Ligue européenne des champions, même les finales de 2014 et de 2016. J'ai nommé Filipe Luis, Diego Godin, Juan Fran, Gabi Hernandez et puis Koke. Ce sont quand même des joueurs expérimentés face à la jeune garde
phocéenne. Oui, logiquement, si on devrait donner une équipe favorite, ce serait l'Atlético, au vu de son vécu ces dernières années. Mais attention, moi je dis que Marseille, c'est une équipe qui, avec le temps, a pris goût à cette compétition et qui d'ailleurs n'a rien à perdre si Marseille n'arrivait pas à décrocher. Ah, vous voyez. Oui, bien sûr. Il n'y aura pas catastrophe Non. Il n'y aura pas tsunami pas tant que ça, en tout cas comparé par rapport à l'Atlético. Ça veut dire que la pression, elle se trouve au niveau des Madrilènes. Et donc, Marseille peut surfer sur cette tranquillité-là pour aller bousculer cette équipe. Et d'autant plus que cette équipe, maintenant, elle a des valeurs, comme nous le disons. Elle a un Thauvin qui a explosé tout au long de la saison, un Valère Chemin rassurant, et puis une défense désormais avec Luis Gustavo, même si Rolando, je ne l'aime pas trop. C'est des gens qui, au fil du temps, ont su acquérir une certaine confiance, incarnée par l'entraîneur lui-même, qui est tout sauf un entraîneur anodin. Donc, attention. D'ailleurs, je pense que le discours des Colchoneros le prouve à suffisance. Ils ne sous-estiment pas cette équipe-là et ils ont raison de le faire. Vous aviez parlé tout à l'heure de Valère Germain. Nous allons l'écouter et juste derrière, on fait un petit commentaire. Aujourd'hui, on peut tout avoir, on peut rien avoir au final. Donc la saison va se jouer sur 10 jours. On sait qu'on a encore 10 jours à être vraiment professionnel, à penser qu'au foot. Toutes les minutes, toutes les secondes vont être importantes pour se préparer, pour y récupérer et pour bien penser à ce qu'on doit faire individuellement et collectivement parce qu'on fait une très belle saison. Franck Nounyama, il a dit quelque chose d'assez important. On doit être fort collectivement et surtout finir bien la saison. Oui, la force de Marseille, c'est ça. Ils n'ont pas des joueurs capables de faire la différence seuls. C'est la combativité collective, c'est la cohésion du groupe qui fait aujourd'hui la force de l'Olympique de Marseille. Maintenant, ils ne sont pas encore qualifiés pour les coupes européennes au niveau du championnat français. Donc, ça veut dire que tous les matchs qui vont venir sont très, très, très importants. Ils poursuivent Lyon et Monaco. Et de l'autre côté, s'ils gagnaient la Ligue Europa, donc ça les qualifiait directement pour, on va dire, la C1. Donc, c'est des situations assez importante qu'il ne faut pas négliger pour les joueurs aujourd'hui. Je crois que Marseille, comme quelqu'un vient de le dire, notamment Armel, c'est une équipe qui, depuis quelques semaines, a retrouvé une certaine envie, un certain dynamisme par rapport à cette compétition. Donc, si des équipes se comportent comme ça, souvent c'est très très difficile de pouvoir les battre. Donc Marseille aujourd'hui peut compter sur Thauvin, peut compter sur un Payet qui a retrouvé son très haut niveau. On parlera également d'Ocampos, on parlera également de Luis Gustavo. Le petit problème au niveau de Marseille, c'est l'assise défensive. Ah oui. Ce n'est pas encore acquis. C'est là où se trouve tout le problème. Adil Rami et consorts. Ils ne joueront même pas la prochaine journée de championnat. Peut-être on veut les reposer un tout petit peu. Voilà. On attend de voir. Et aussi, ce sera un duel d'entraîneurs. Diego Simeone du côté de l'Atlético face à Rudy Garcia. Ça aussi, l'expérience va faire peut-être la différence. Oui, monsieur, c'est quand même deux entraîneurs expérimentés. Et c'est vrai que Diego Simeone, on l'a vu déjà, il était déjà là avec le club lors de la finale de la Ligue des Champions par le passé. Il a un peu plus, je pense qu'il a un peu plus d'expérience que l'autre. Mais Rudy Garcia a quand même montré durant toute la saison qu'il reste aussi un très grand entraîneur, un très bon entraîneur d'ailleurs, qui a pu, avec ce groupe-là, qu'on n'attendait pas du tout, aller jusqu'en finale. Un groupe qui a joué les préliminaires de la Ligue Europa, arrivé jusqu'en finale, personne ne s'y attendait. Et puis dans le championnat, Marseille est quand même, c'est vrai que Marseille est 4e, 3e, 4e aujourd'hui, mais Marseille est quand même en bonne position pour aller de l'avant. Donc ce sera rude quand même cette bataille entre les deux entraîneurs. Même j'aimerais dire quelque chose par rapport à Valère qui a dit quelque chose de très très important, c'est qu'en 10 jours ils peuvent tout gagner et tout perdre. C'est ça. Ils peuvent ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions. Ce sera déplorable que Marseille arrive juste en finale et ne soit pas la saison prochaine en Ligue européenne des Champions. Donc moi je pense que Marseille doit franchement tout donner sur le terrain. Énorme match à suivre mercredi prochain. Et l'UEFA a désigné Björn Kuipers pour arbitrer cette finale. Ce sera le 16 mai, c'est-à-dire mercredi prochain. Björn Kuipers, il faut le rappeler, c'est un international depuis 2006. Ce sera sa deuxième finale. La première, c'était Benfica-Chelsea
en 2013. Et du côté du Groupama Stadium, c'est un stade 4 étoiles pratiquement, près de 60 000 places assises. Et c'est l'Olympique de Marseille qui reçoit et va jouer dans ses couleurs traditionnelles, le blanc, voilà, entremêlé de bleu, et l'Atlético Madrid va évoluer en rouge rayé de blanc. Voilà ce qu'on peut dire sur cette finale de la Ligue Europa. Juste derrière, nous allons évoquer les coupes nationales après le jingle ou bien le générique de Plateau Foot Europe. Et nous parlons de la finale de la Coupe de France. C'était entre les herbiers du Togolais Coupe Claude et le Paris Saint-Germain. David contre Goliath, mais bon, la bataille a tourné en faveur de je ne sais pas qui. Roméo, logique victoire du club francilien face au club vendéen. Ouais, logique victoire, puisque le Paris Saint-Germain, sur le papier, est le super favori et sur le terrain également, parce que quand vous voyez un peu l'effectif du Paris Saint-Germain contre à celui des herbiers, il n'y a pas photo. Mais ce qui est intéressant dans cette rencontre, c'est que l'équipe adverse n'a pas été du tout ridicule. C'est une équipe qui a joué avec beaucoup plus d'envie de créer de problèmes aux Parisiens, et ils l'ont fait, ils ont créé pas mal de problèmes aux Parisiens. Maintenant l'expérience des Parisiens a gagné au final 2-0, c'est un score assez logique. On aurait pu avoir 5-6-0 dans cette rencontre. On dirait que voilà, Paris Saint-Germain a survolé cette coupe, mais Paris Saint-Germain est allé arracher ce trophée là. Et Armel, oui, le Paris Saint-Germain, beaucoup même pensaient comme quoi le club vendéen devrait prendre 5 voire 7 buts, écrasés, il n'y aura même pas de finale. Mais quand même, il faut saluer le courage des coéquipiers de Coupe Claude. Hein. Oui, bien sûr. Valeureuse équipe des herbiers. Oui, voilà. c'est ça. J'y suis arrivé, ils sont tellement méconnus. Mais voilà, vous savez, c'est la beauté aussi de cette Coupe de France. Ce que moi j'ai retenu dans cette finale, c'est bien sûr le professionnalisme du groupe parisien, incarné par l'Uruguayen Cavani, qui malgré la petite équipe en face avait toujours cette rage. Lui ne connaît pas de petite équipe. Il joue tous les matchs à fond. Et puis la deuxième chose, c'est quand même de voir des clubs comme ça qui sortent de nulle part et nous révèlent des joueurs très intéressants. Il y avait notamment un avant-centre dont j'oublie le nom qui était, ma foi, très intéressant. Mais c'est aussi révélateur du fait que dans ce football-là, il y a beaucoup qui ratent une carrière professionnelle. Du coup, la formation, elle est là. Une petite formation de qualité, elle est là. Donc, la qualité dans ce groupe, on retrouve aussi par moments. Même dans certaines années auparavant, on a vu que cette Coupe du France a révélé pas mal de joueurs, les Ribéry, les Ricabidal, oui, c'était très intéressant. Je pense que ce genre de match, il va falloir les renouveler. Vivement que l'année prochaine, il y ait aussi une autre équipe qui soit révélée pour que les choses soient beaucoup plus belles. Et il y avait du spectacle sur le rectangle vert, mais également de belles images. Franck Lunyama avec notre compatriote Coupe Claude, avec Neymar, Thiago Silva et le président Emmanuel Macron. Il a profité. Il a profité. C'était une occasion extraordinaire pour lui. Oui. D'ailleurs, découvrir d'abord Clairefontaine, là où l'équipe de France fait son regroupement, et jouer au Stade de France. Et c'est une opportunité inattendue. Donc même les plus grands joueurs rêvent de ça. Et voilà, je crois que notre compatriote Coupe Claude a profité, même s'il n'a pas joué, il a profité énormément de cette situation en faisant des vues avec le président de la République française, Emmanuel Macron. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours, Emmanuel Macron, Neymar, Thiago Silva et puis tous les autres. Je pense que c'est bien pour lui. Il a dit que cette occasion va lui permettre de travailler encore plus pour arriver au plus haut niveau. Maintenant, dans ce match, je pense que beaucoup ont prédit une valise pour les herbiers. Pour moi, ils ont très bien joué. Ils ne se dégageaient pas à l'emporte-pièce. Avec un bon gardien, Franck. Un bon gardien, Pichot. Pichot ou Flochot, c'est Pichot qui a fait Flochot, c'était un joueur. Un bon match. Et puis, lorsque le ballon se retrouve dans leur défense, ils ne se dégagent pas. Ils le ressortent proprement. Quoique qu'il y ait des risques à côté avec les Cavani et autres. Donc, je pense que c'est une très belle opportunité. C'est une situation à peut-être, on va dire, ancrée dans les compétitions ici, parce que tout le monde peut s'inscrire dans la Coupe de France. Donc, je pense que c'est vrai, le football togolais n'a pas encore ce niveau, c'est vrai, mais c'est là où on permet quand même partir de quelque part. À tous les clubs de pouvoir se sentir français.
Donc voilà, et c'est la seule occasion pour le président de la République de venir remettre le trophée. J'espère que ça va être le cas ici. Non, c'est notre rêve, hein, les 11 flèches de Guéné Kouka. Pourquoi pas face à l'Est. Oui, les 11 bœufs de Ipan et autres. Assez intéressant de voir ce spectacle. Fifi, le Paris Saint-Germain, quand même, il ne fallait pas négliger un tel trophée, une telle compétition. Bien sûr, le Paris Saint-Germain, à défaut d'être le club, bien sûr, d'être brillant sur la scène continentale, veut quand même tout prendre sur le plan national. Absolument. Et c'est ce qui a été fait. Et comme le disait Franck tout à l'heure, on prédisait peut-être une valise pour cette équipe des Herbiers, mais sur le terrain, on a plutôt vu une bonne équipe. Et qui n'a, vous avez vu, même sur le premier but, c'est une frappe. Et le Paris Saint-Germain n'a jamais pu véritablement marquer un but en construisant au niveau de la défense adverse. Et même le second but, c'est vrai, Cavani allait droit vers le but, mais c'est un penalty également. Donc ils n'ont quand même pas démérité. Ils ont joué à fond cette finale-là. Ils y ont cru jusqu'au bout. Ils savaient que ce serait compliqué, mais au finish, ils ne voulaient pas non plus être ridicules. C'est ce qui a été fait. Félicitations à cette équipe. Maintenant, notre compatriote, on aimerait plus le voir sur le terrain parce que cette saison, il n'a vraiment pas beaucoup justement. En début, il était là, de temps en temps, il entrait en jeu, mais depuis un moment, il était... Cause de blessure. Il était obligé d'être renvoyé en équipe réserve. En équipe réserve. Même avant la blessure, il ne jouait pas, il n'était pas Pour vous, il doit continuer à bosser dur. Il doit continuer à bosser parce que c'est comme il a dit, moi je dis, les gens disent, il a pris des photos, est-ce que c'était ça? Mais c'est moi-même, je rêve de prendre une photo avec Neymar. Avec qui? Avec Neymar, par exemple. Je rêve également. Quand j'aurai l'occasion, j'en prendrai également. Vous êtes parisienne après tout. Voilà, donc pour moi, c'était bien pour lui, mais qu'il continue pas à bosser. Vivement, il continue pas à bosser parce que c'est très important. On reproche beaucoup à ces joueurs togolais de se contenter du minimum. Lorsqu'on est arrivé à quelque part, on se dit tiens, ouais, c'est bon quoi, voilà, c'est bon comme ça, je prends mes millions d'euros, ça me suffit. Mais non, il va falloir continuer à bosser et surtout à espérer le meilleur. Nous allons parler d'une autre coupe, celle de l'Italie. 4-0, oui, la Juventus n'a pas été du tout gentille avec le Milan AC. Oui, la Juve impériale à la maison. Oui, quand Benatia ne commet pas un penalty, il fait gagner son équipe. Donc, il a été auteur d'un doublé dans cette finale-là. Oui. Donc, il a été l'homme de cette finale, Benatia. Et comme en 2016, le Milan s'incline en finale de la Coppa d'Italia. Mais c'est trop lourd comme score, non? Oui, et dire que le Milan a quand même tenu une mi-temps. Oui. À la pause, le score était de 0 but partout. Et en deuxième mi-temps, à partir de la 56e minute, voilà, ça a déroulé pour les Bianconeri. 4-0, c'est quand même un score lourd. En finale d'une coupe, c'est un score lourd pour le Milan AC. Mais il faut noter quand même que ce n'est pas le score le plus lourd. Hein, parce qu'il y avait il y avait eu un 6-1 en 97. On s'en rappelle encore. Maintenant... dans ce match, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le flop Donnarumma. Oui. Donnarumma le futur grand Didi Buffon. Oui. Donnarumma qui a été sublime, impérial en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, il y a eu 2 fautes de main sur le but de Douglas et sur un but de Benatia, malheureusement. Ezekiel, n'est-il pas en train de griller ses cartes, bien ses cartes de chance pour je pense que les grands clubs qui proposaient 80 voire 100 millions vont commencer par réfléchir, c'est sûr. Et cette finale a été à l'image de toute sa saison parce qu'on a vu un Donnarumma à 2 vitesses, une première partie de saison où il a été impérial et puis une deuxième partie de saison qui n'a pas été trop belle pour lui. Donc je pense que c'est même à l'image de toute l'équipe du Milan AC. Et comme l'a dit Gennaro Gattuso, l'expérience ne s'achète pas au mercato. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oui, c'est vrai qu'il y a eu des recrutements au mercato. 11 joueurs. Voilà, mais ça n'a pas permis au Milan AC d'avoir une équipe expérimentée. Donc voilà, c'est ce qu'il a voulu dire par là. Clair. Il faut jouer peut-être ensemble, arriver à acquérir de l'expérience tous ensemble et pour peut-être gagner de
de gros matchs pour peut-être gagner des coupes, des trophées. Donc on espère qu'il restera là pour donner cette expérience au Milan AC, parce que le Milan AC a quand même eu des moyens en ce début de saison pour s'acheter des joueurs, mais à la fin, le Milan aujourd'hui 6e de la Serie A italienne, le Milan qui perd en finale de la Coupe d'Italie, ça veut dire qu'il n'y aura pas de Ligue des Champions pour le Milan AC malgré tous les millions dépensés. Voilà, ça fait mal, mais je pense qu'il va falloir patienter si on veut retrouver le grand Milan d'antan. La Juve qui se fait quand même plaisir. Le Scudetto aussi en point de mire, disons peut-être ce week-end. Je pense que c'est très bien pour la vieille dame. Ça démontre tout simplement que peut-être l'élimination de la Juve en Ligue des Champions a été un accident de parcours. Oui. Parce qu'on a vu cette rencontre retour en Espagne de la Juve marquer 4 buts en finale d'une coupe. C'est pas donné à n'importe quelle équipe. Ils l'ont fait, félicitations à la vieille dame. Maintenant, est-ce que cette équipe va rester comme ça jusqu'à la saison prochaine? Parce que quand on ne gagne pas des trophées majeurs aussi, les joueurs se font des idées. Il va falloir que cette équipe véritablement commence à préparer le futur. Ah oui, la dernière fois que la Ligue des Champions est allée dans les armoires de la Juve, ça doit faire quoi? Déjà 20 ans, non? 80 oui, quoi? 17, 97, 97, non? C'était en 97. 97. Puisque on va vérifier tout ça. La dernière finale de la Juve... C'était en 2015 face au Barça. Mais il y a eu également une finale entre la Juve et le Milan AC, perdue par la Juve au tir en 2003, je pense. Oui, je pense aussi. Voilà. Moi, je pense que la Juve, quand même, réussit une fin de saison assez intéressante parce qu'il y avait la pression napolitaine, souvenez-vous, mais cette équipe a su garder la tête sur les épaules et puis a fait les choses comme il se doit. Et en finale de la Coupe d'Italie, pas de cadeau pour le Milan qui n'est plus le Milan d'antan, on le sait. Donc 4-0, ça fait la 13e Coupe nationale pour cette équipe, la vieille dame. C'est beaucoup. Une vieille dame toujours fraîche, on va dire. Donc c'est intéressant. Maintenant pour Donnarumma, je crois que c'est un gardien qui est assez jeune, un gardien en devenir. Un peu comme Ulreich du Bayern. Oui, un gardien en devenir à qui on peut tolérer quand même quelques petites erreurs parce que il n'a pas 20 ans, si je 19 ans. Donc, vous voyez, donc il est déjà. Donc il peut se permettre des erreurs. Pas se permettre, mais on peut lui tolérer un peu. Pas se permettre. Parce que lorsque vous avez 19 ans et que vous êtes gardien du Milan, c'est quand même énorme. C'est énorme. Donc, je crois qu'il faut l'accompagner. Gennaro Gattuso l'a dit. Il a dit, mais si on a pris 4 buts en équipe nationale. Voilà. Si on a pris 4 buts, ça veut dire que l'équipe n'a pas été à la hauteur. Ce n'est pas que Donnarumma. Donc, je pense qu'il est en train d'apprendre. Et il va apprendre et il va devenir forcément un excellent gardien. Vivement pour lui. Quand Gattuso parle d'expérience, le flop de Donnarumma contraste avec le gros match de Gianluigi Buffon sur cette finale. Il a encore sorti tout simplement une nouvelle masterclass. Et pour resituer un peu les choses, la dernière finale de la Juve gagnée, la Ligue des Champions gagnée, c'était en 96 face à l'Ajax d'Amsterdam. Voilà. Et puis la dernière finale avant, celle de 2015, c'était face au Milan en 2003. En 96 avec les Di Livio, le Peruzzi et tous les autres. Oui, Armel, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Totalement aller dans le sens de Franck. Je pense que c'est un gardien très 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 jeune. Qui a de l'avenir? Grosse marge de progression? Oui, énormément. C'est un super gardien quand vous le voyez. Maintenant, ces erreurs-là vont lui permettre de grandir, d'avoir plus de maturité. Et je crois même qu'on ferait mieux de laisser tranquille le joueur. Même Didier Buffon a 40 ans comme Voilà, donc on ferait mieux de le laisser. Médiatiquement, on l'a trop surcoté? Non, pas surcoté, c'est-à-dire on lui a trop mis de la pression. Donc c'est ce qui est en train de se faire sentir. Ça ne peut pas se passer autrement. Oui, bien sûr, mais il faut le laisser. On est dans un monde super médiatique, monsieur Armel. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, c'est parce qu'il a été médiatisé autant que des clubs ont proposé 80 à 100 millions. Voilà. Ça se passe chez vous en Angleterre souvent. Il y a des gardiens super. Ah oui, super. C'est tout ce qu'on peut dire sur et la finale de la Coupe de France et celle de la Coupe d'Italie. Et cette fois-ci, nous ouvrons la fenêtre des majeurs avec la Liga Española. Bienvenido a la Liga Española.
Et nous parlons de ce grand match. Le grand match, c'est le Classico, vu par des centaines de millions de téléspectateurs à travers la planète football. Oui, qu'est-ce qui s'est passé dans ce Classico? Ah oui, c'est extraordinaire. Et du côté de l'Espagne, du côté de l'Italie, lorsqu'on suit les lives, c'est tout simplement énorme. Et on va s'intéresser, oui, à ce match entre le Barça et le Real Madrid. Finalement, c'est 4 buts, 2 partout, la poire divisée en 2, Roméo Yetor. Oui, on va dire qu'entre polémique d'arbitrage et but de folie, on a vécu un classico sans enjeu, mais très passionnant entre les deux formations. De très beaux buts, Roméo. Très beaux buts. Voilà, but de Luis Suarez à la 10e minute, l'égalisation de Cristiano Ronaldo à la 15e minute, et puis Léo Messi qui va marquer un super but, et l'égalisation également de Gareth Bale. C'est très intéressant comme action. Vous avez déjà marqué un début comme ça, en une touche de balle? Non, mais au petit poteau. Justement. Je crois que c'est très bien de voir de tels buts. Maintenant, quand vous regardez le match, en tout cas moi, personnellement, j'étais déçu par rapport au comportement des joueurs, parce que c'est deux institutions qui jouent, mais quand on parle du fair play dans le football, on n'a même pas vu une trace de fair play dans cette rencontre. Vous voyez des actions, certes l'arbitre aussi a contribué à cela, mais les joueurs n'étaient pas faits. Même si c'est un classique, on sait que ces deux formations se détestent. Il y a une haine entre les deux clubs. Maintenant, par rapport à l'image des deux formations, il faudrait que le fair play règne dans cette rencontre-là, mais on n'en a même pas vu. Regardez Sergio Ramos, regardez Sergi Roberto qui a donné un coup dans le visage. Luis Suarez, même Messi qu'on connaît calme sur l'air de jeu, mais il était bouillant le jour-là. On ne sait pas si c'est l'effet de Classico qui a occasionné cela, et puis l'arbitrage aussi qui était complètement... On va en parler tout à l'heure. Je crois que ces deux formations, véritablement, dès qu'elles se rencontrent, va falloir qu'on essaie d'inculquer au moins le sens de fair play pour qu'on n'assiste pas à des jeux comme ça. Fifi, le Classico, c'est des buts spectaculaires, des bousculades, des provocations de part et d'autre. Vous avez vu ce Classico-là, est-ce que vous êtes du même avis que Roméo? Oui, du même avis, parce que c'était d'une intensité. Parce qu'avant le match, on disait c'était déjà plié. La Liga qui est sur Barça, qui l'a déjà remporté même. Et puis le Real qui n'a plus rien à gagner. Donc on se disait que ce serait peut-être des équités. Mais sur le terrain, on a vécu un très bon match. Sur le plan technique? Sur le plan technique, bien sûr. Un match de haut niveau? De haut niveau, avec de beaux buts, et Cristiano qui est sorti tôt dans cette rencontre. Mais comme l'a dit Roméo, il y a eu beaucoup de manque de fair play. Mais est-ce que ces provocations ne viennent pas des joueurs eux-mêmes, ou vous pensez que c'est le Classico, le sujet de la Catalogne, le sujet du Passillo, tout ça? Il y a seulement l'effet Classico, mais il y a aussi l'histoire des deux clubs. On a souvent tendance à opposer tellement les deux clubs que c'est déjà rentré même dans la vie de ces joueurs-là, que sur le terrain, ils sont véritablement au-delà des adversaires. C'est comme si ce sont des ennemis sur le terrain. Je crois qu'il y a aussi trop de médiatisation autour de cette histoire. Ce n'est qu'un match, ce n'est qu'une rencontre, mais au-delà de tout, vous allez voir un peu avant le match, on essaie d'opposer trop. Vous ne trouvez pas ça normal? Bon, c'est normal peut-être pour ceux qui ont de l'argent de se faire sur ce match-là, sur ce classico-là, parce qu'il faut que tout le monde regarde cela, il faut que véritablement un peu de peps, un peu de piment. Au-delà mais je crois finalement que ça agit même sur les joueurs, ça agit sur la rencontre, et c'est ce qu'on revoit en fait sur le terrain. Mais au-delà de tout, c'est d'abord des gens qui jouent ensemble. Il y a même des coéquipiers en équipe nationale, et en fait on ne devait même pas aller jusque-là sur le terrain. Armel, votre avis? Oui, un classico qui est retourné aux années José Mourinho, à mon avis, avec... Pep Guardiola. Oui, Pep Guardiola, bien sûr, avec de grosses intensités, notamment Roméo en parlait, même Messi a versé dans le ridicule, à mon avis. Il a envoyé un beau tacle à Sergio Ramos. Oui, qui était totalement inutile. Mais j'ai aussi vu de grosses fautes d'arbitrage. Il y avait penalty pour le Real sur le coup de Marcelo. En aucun moment, Jordi Alba ne touche le ballon. Il joue le joueur. Et donc, ce qui revient avec ces... Est-ce que l'arbitre a vu cette action-là ou a-t-il faim de la voir?
d'avoir vu. D'après les images, c'était difficile de ne pas le voir. Et l'assistant? Ah oui, c'est la question. Il semble qu'il a dit plusieurs fois qu'il y avait quand même penalty. Voilà, maintenant c'est à l'arbitre d'en décider. Et maintenant, après ce choix qu'il a fait... Est-il pro-Barça? L'arbitre? Oui. Je ne sais pas. Des deux côtés, il a commis des erreurs. Oui, c'est pas seulement au niveau du Barça seulement. Oui. On a vu Sergio Ramos qui a taclé Suarez. Oui. On a même vu Gareth Bale sur Umtiti. Qui n'est pas passé loin. Oui. On va dire que des deux côtés, il a raté son mètre, mais les fautes les plus flagrantes, c'est au niveau du Barça, où on pouvait citer penalty pour Marcelo également. Oui. Sur le deuxième but de Léo Messi, il y avait faute sur Varane. Et Franck Nouniama, parlons-en. Oui, est-ce que M. Hernandez a été complètement à côté de la plaque? Il a fait du n'importe quoi, cet arbitre. Moi, je ne l'ai pas compris, c'est du n'importe quoi. Je ne sais pas là où la Liga l'a sorti pour venir tenir un match aussi important comme le Classico. Donc, je pense qu'il a commis dans les deux camps des erreurs. Mais ce pénalty de Marcelo, ça sautait aux yeux. La faute sur Varane. Oui. Parce que là, on connaît très bien Suarez. Il fait les trucs, mais il emballe ça avec une certaine ruse. Donc, je pense qu'il a complètement raté ce match. C'est du n'importe quoi. Moi, j'ai même plus envie de parler de cet arbitrage parce qu'il y avait quand même un bon football. Oui. Et moi, je ne parlerai pas d'intensité, mais je parlerai d'agressivité exagérée. Parce que là, regardez même Messi. De la part des sur deux acteurs. Ramos. On ne connaît pas Messi comme ça, mais il a fait une faute bizarre et qui lui a valu un carton jaune. Donc je pense que c'est de grands joueurs, c'est des joueurs qui connaissent le haut niveau. Je pense que dans les deux camps, on doit pouvoir surmonter tout ce que les médias disent. Ce n'est pas parce qu'il y a une médiatisation à haute dose par rapport au Classico qu'on doit rentrer dedans, qu'on doit casser les jambes des adversaires. Donc je pense qu'il faut forcément être au-dessus de tout ce que les médias disent quant à l'arbitrage. C'est du n'importe quoi. Ah oui, et Ezekiel, vous, votre avis, on a vu, c'est vrai, un Barça qui reste toujours invincible, mais on a senti que du côté de la Casablanca, l'essentiel c'était de faire un bon résultat à l'extérieur. On disait qu'il n'y avait pas véritablement d'enjeu dans ce Classico, mais à la fin, on s'est rendu compte que un Classico... C'était quoi l'enjeu? Un Classico reste une question d'honneur. C'est ce qu'on se dit. C'est un match entre deux équipes qui se détestent, tout simplement, on doit dire. Et on sait tout ce qui s'est passé avant ce match, les Madrilènes qui ont refusé le Passillo et tout. Donc, je pense que sur le terrain, on a quand même vu... Il y a eu de la tension, de la motivation, de la détermination, de l'abnégation et du génie surtout, avec ces buts sublimes. Donc je crois que ça a été un match plein et l'arbitre avec tout qui est aussi passé par là. Donc je crois que on aurait peut-être aimé avoir peut-être moins de méchanceté dans ce match-là, mais bon, l'homme étant ce qu'il est, c'est ce qu'on nous a proposé. Et voilà. Qu'il est aussi. Mais ce qui est quand même bien, in fine, on a vu à la fin du match les joueurs qui se tapaient les mains, ça rigolait entre Piqué et puis les autres. C'est toujours comme ça. Bon, c'est toujours comme ça. Roméo, on va... Après les 90 minutes, on redevient amis. Justement, après les enjeux. On va s'intéresser à d'autres scores avant de parler de la journée qui a suivi en semaine. Voilà, l'Atlético Madrid dans ce mini classico a perdu à domicile face à Espanyol Barcelone 0-2. Villarreal épingle Valence 1-0. 2-0 pour Athletic Bilbao sur Betis Séville. Getafe en déplacement bat Las Palmas déjà relégué en division inférieure 1-0. Et Getafe qui se positionne pour la Liga Europa. Malaga, la lanterne rouge, s'incline lourdement à domicile 0-3 face à Alaves. Celta Vigo et la Corogne font jeu égal, un but partout. Gérone s'incline à domicile face à Eibar, 1 but contre 4. Les Levante en déplacement chez les Ganes l'emporte 3-0. Le FC Séville épingle Real Sociedad 1-0. Hier, la mise à jour, donc, c'était mercredi. Mercredi, la mise à jour du calendrier. Le FC Séville bat Real Madrid 3-2, 6e défaite du Real cette saison. Et puis le Barça, a survolé Villarreal 5-1. Et on va s'intéresser également à cette équipe de Getafe qui
quand même arrive à se faire une place au soleil parce qu'elle n'est pas très très loin de disputer les préliminaires de la Ligue Europa, Fifi. Oui, ce serait quand même intéressant de voir ce club qui est un club promu en Liga cette saison et qui arrive quand même à faire ce qu'il est en train de faire en ce moment. Donc je me dis, et si ce club pouvait se qualifier pour les préliminaires de la Ligue Europa, ce serait très très intéressant. On va retrouver Jean Dacona, mais qui sera encore plus médiatisé et qui n'ira qu'en sa faveur, puisque plus vu, on connaît la qualité de ce garçon et on espère le voir dans un autre club que Keita fait dans les années à venir. Vivement. Et Roméo, au classement, oui, allez-y. Le Barça garde la première place avec 90 points. Deuxième, Atlético Madrid, 75. Juste derrière, on a le Real Madrid, 12 points. 107 points pour Valence, 4e. 5e, Betis Séville, 59. 57 pour Villarreal, 6e. 7e, FC Séville, 54. 52 pour Getafe, 8e. L'air déjà relégué, la Corogne, 29 points. Las Palmas, 22 points. Malaga, 20 points. Au niveau des buteurs, Messi, 34 buts. Cristiano Ronaldo 25, Luis Suarez 24. La prochaine journée, ça commence demain samedi. Real Sociedad Leganés, la Couronne reçoit Villarreal. Getafe joue contre Atlético Madrid, soit l'opposition entre les deux meilleures défenses de la Liga. Atlético, meilleure défense, deuxième meilleure défense. Getafe, Betis Séville, FC Séville à suivre également. Gérone Valence, Alaves Athletic Bilbao et Bar Las Palmas. Real Madrid reçoit Celta Vigo dimanche. 2 matchs en clôture de cette 37e journée. Espanyol Barcelone, Malaga et puis les 20 reçoit le FC Barcelone. Muchas gracias, señor Gator. Prochain majeur. Some teams buckle under pressure. This team positively thrives on it. Welcome to English Premier League. Oh, they've done it! Pina has leveled it up at 4-4. Et nous parlons de la Première Ligue anglaise. Armel, on va d'abord nous intéresser Arsène Wenger qui a eu droit à des hommages bien appuyés, bien nourris. Ah oui, pour sa dernière à domicile avec Arsenal. Arsenal, dimanche, évoluait à domicile, comme tu l'as dit. C'était face à Burnley. Eh bien, les joueurs de l'Alsacien ont fait plaisir à l'Alsacien, au risque de me répéter. C'était un plat, une salade à l'Alsacien. Oui, il y avait tout, de la carotte, il y avait tout. Et à l'arrivée, c'était un 5-0, une manita à l'anglaise. Mais est-ce que Burnley a déjà pris 5 buts durant la saison? Je ne pense pas. Non. Le plus gros score, c'était un 4 buts encaissés. Voilà. 5-0 comme pour dire bon au revoir aux Français, même si de l'autre côté de l'Europa League ça a été plutôt une déception face à l'Atlético, et donc voilà, c'était le score. Et il a reçu un joli trophée pour service rendu à la maison Arsenal. Ah oui, bien sûr. C'est magnifique, non? Après le trophée également à Old Trafford, c'est désormais le club lui-même qui le remercie pour ses 22 années de loyaux services rendus au club. Franck Nouyama, est-ce que Arsène Wenger va manquer franchement à cette formation d'Arsenal, quoi qu'on dise? Oui, 22 ans de règne, ça ne s'efface pas comme ça. Forcément qu'il va laisser des traces, même si son palmarès n'est pas totalement rempli. Arsène Wenger a apporté beaucoup de choses à cette équipe. C'est d'ailleurs l'entraîneur qui a terminé la Première Ligue, a remporté la Première Ligue sans défaite. C'est aussi quelque chose. Je pense que vraiment c'est émouvant ce jour-là, lorsqu'on lui rendait hommage, et je pense qu'il fait partie quand même des annales, ou bien des annales du football anglais. Il a laissé forcément des choses. C'est quelqu'un qui a une philosophie de football, vous le connaissez, c'est le beau jeu. Donc je pense que c'est bien pour lui cette fois-ci de partir, parce qu'il est ballotté de tous côtés. Un jour, forcément, il faut que ça s'arrête, et je pense qu'il a pris la bonne décision de s'en aller. On ne sait pas trop ce qu'il va devenir, mais il a dit qu'il sera difficile pour lui de ne pas être sur le terrain. On verra bien ce que ça va donner. Donc, je le disais la dernière fois, après 22 ans de Wengerisme, on doit pouvoir trouver quelque chose pour lui, et c'est-à-dire trouver un bon successeur. Et le problème, c'est que souvent, ça ne se passe pas tout de suite bien. Il faut peut-être du temps pour effacer totalement ces 22 ans. Et on va s'intéresser également à cette nouvelle qui est tombée en cours de semaine dernière. La situation santé d'un certain Sir Alex Ferguson.
Oui, c'est vrai que maintenant, il semble que ça va beaucoup mieux pour l'emblématique manager des Red Devils. Oui, bien sûr. C'était samedi que l'information est tombée. Oui. Il a été placé dans le coma, mais je crois déjà mardi, il s'est réveillé. Donc, les nouvelles sont beaucoup plus rassurantes. D'après les dernières que nous avons, il parle désormais à sa famille. D'accord. Il plaisante même. Donc, ça veut dire que les choses vont de mieux en mieux. Mais attention, nous préviennent les tabloïds anglais. Oui. La guérison sera très 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 longue. Très longue. D'accord. Parce que déjà, Sir Alex Ferguson, l'Écossais, il est très âgé. Il a 78 ans ou 76 ans, je crois. Donc, ça veut dire qu'il y a encore de jours où l'on doit rester très très prudent côté santé. Ah oui, c'est une nouvelle qu'on a prise sincèrement avec beaucoup d'émoi. Sir Alex Ferguson, bon rétablissement à vous. Et on va s'intéresser à Manchester City qui continue de battre des records dans cette première ligue. Bien sûr, City qui, dimanche 6 mai, a quand même fait un 0-0. Oui. C'était face à Huddersfield. Du coup, votre club bien-aimé. Bien sûr, et j'ai aimé ce score. Du coup, Steve Mounier et les siens sont, restent en première ligue. Ils sont maintenus. Officiellement. Officiellement. C'est bien, ça c'est la bonne avec nouvelle. 41 points. D'accord. Voilà. Et puis, on peut s'intéresser désormais aussi. Il faut noter qu'au cours de cette journée-là, les promus, en tout cas les équipes qui étaient mal classées, se sont réveillées. Ils ont vendu très cher leur peau. Crystal Palace, on se souvient déjà de la claque infligée à Leicester. Eh bien, ils ont récidivé. Oui, c'est ça. Voilà, ils ont récidivé. C'était face à Stoke en déplacement, 2-1. Du coup, et conséquences, ils sont aussi maintenus en première ligue. Et l'équipe en face L'équipe en face, Stoke va devoir lutter jusqu'au bout, relégué. Il n'y a plus rien à faire. Stoke est bon dernier de ce championnat-là. Il faut noter aussi que Tottenham a été tenu en échec face à West Bromwich Albion. Oui. West Ham s'est imposé face à Leicester. Attention, Claude Puel serait désormais sur un siège éjectable, tout simplement. Oui. Et puis, quand même, le match, l'affiche qu'on attendait, Chelsea, qui a battu Liverpool. Vous êtes surpris ? Surpris, oui, un peu. Attention, parce que depuis un certain moment déjà, ça ne va plus avec Liverpool, qui enchaîne des défaites et des matchs nuls. On et se surtout, prépare mieux pour le 26 mai. La tête déjà à Lyon. Voilà. Non, pas à Lyon, à Kiev. Ah, voilà, attention. Ils sont en Ligue des Champions, Ezekiel. Voilà, la tête à Kiev. Mais attention. Et justement, le Real aussi a perdu. Donc c'est un signe. Les deux vont se retrouver On a déjà la tête en finale de la Ligue européenne des champions. Et peut-être des joueurs qui se ménagent, qui ne veulent pas se blesser, donc ils lèvent un peu le pied. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, quoi qu'on dit, c'est important. En tout cas, au classement des buteurs, il est intouchable, Mohamed Salah. Ah, il est là. Ah oui, il est là. 31 buts en 35 matchs. Harry Kane, 28 buts en 36 matchs. On sait qu'il est de retour. Et puis l'Argentin, Sergio Kun Agüero, 21 buts en 25 matchs. La prochaine journée, ce sera dimanche. Et tous les matchs ont lieu à la même heure. La prochaine journée, c'est quoi? C'est la 5e, la 12e ou laquelle? C'est la 38e journée. Et la dernière alors? La dernière. Ah ben, vous voyez déjà vos vacances arriver. Elle va se dérouler à 14h, temps universel. Tous les matchs auront lieu à la même heure. Histoire de ne pas favoriser l'une ou l'autre équipe. Bien sûr. City va se déplacer à Southampton. United va recevoir Watford. Tottenham, attention à ces matchs. Tottenham qui va accueillir Leicester. Ça joue pour une place directe avec Liverpool et Chelsea. Liverpool qui va accueillir Brighton. Et puis Chelsea, voilà, je me perds un peu. Mais attention, un autre match aussi très important, c'est Swansea qui reçoit Stoke City. Ah oui, de mal classé, de relégable. Et bien sûr, Chelsea, grâce à Ezekiel Ayatayi, va se déplacer à Newcastle United. Ah oui, Chelsea joue gros pour une place en Ligue des Champions. L'autre information aussi de la première ligue, c'est que l'emblématique Wayne Rooney quitte Everton et la première ligue. C'est officiel. Officiel, un transfert estimé à 17 millions d'euros pour le DC United, bien sûr, de l'autre côté des États-Unis. Elle va retrouver dans ce championnat un autre pensionnaire de première ligue. Oui, Ibrahimovic. Ah oui, c'est ça. C'est tout ce qu'on peut retenir de la première ligue? Oui. Ah oui, thank you very much, Mr. Armel. On va filer de l'autre côté. Di Natale, 22 gol in questo campionato. Serie D italiana. E poi Floro, 2-0 Udinese, questa volta il gol è buono.
On va parler de la Serie A italienne avec la Juve, la vieille dame, de plus en plus proche d'un 7e scudetto d'affilée. Oui, la Juve a une main et 4 doigts sur le Scudetto, puisque la Juve a dominé Bologne 3-1. Et derrière le Napoli qui malheureusement a fait match nul face au Torino, 2 buts partout, même si Dries Mertens et Marek Hamsik ont marqué dans ce match. Le Napoli n'a pris qu'un seul point. Alors la Juve qui a 6 points d'avance sur le Napoli à 2 journées de la fin, je pense que c'est fait. La Juve n'a besoin que d'un match nul pour être sacré champion. On parlera également d'un autre match qui a opposé la Lazio à l'Atalanta, puisque c'est un match entre 2 équipes qui jouent l'Europe. Eh bien, à l'arrivée, un match nul, un but partout. Et qui en profite, c'est la Roma, puisque la Roma en déplacement a dominé Cagliari 1-0 et passe devant la Lazio au classement. La Roma désormais 3e. Et ce match a également profité au Milan AC, puisque les Rossoneri ont battu le Las Vérone 4-1 et passent devant l'Atalanta. Ils ont tout donné dans ce match. Voilà, on parlera de l'autre club du Milan, l'Inter, qui en déplacement a corrigé Udinese 4-0. Mais si la Juve est proche du titre, c'est la lutte pour le maintien qui devient rude. Très rude. Voilà, donc on a eu un match entre des mal classés, le Chievo, qui était face à Crotone, victoire du Chievo 2-1. On parlera également du match entre Spal et Benevento, 2-0 pour Spal. Et entre-temps, le Genoa, qui malheureusement a perdu face à la Fiorentina, 2-3. Et Ézéchiel, on va s'intéresser à cette équipe de Spal, 14e jusqu'à la 18e place. Il n'y a que 2 points entre 5 équipes. Oui, de Spal Ferrara 14e et au Hellas Vérone ou à Cagliari, classé 18e. Il n'y a que 2 points, plus 35 points pour Spal, 33 pour Cagliari. Donc tout va se jouer jusqu'à la dernière journée. Et donc la 37e journée sera tout simplement épique parce que peut-être que là ça va plus se dessiner pour la relégation qui restera. On en saura plus même à la 38e journée. Roméo, on sait que la Juve, encore une fois, sauf catastrophe, va encore poser sa main sur ce trophée de champion. Moi, je suis surpris agréablement par la performance de la Juventus de Turin en début de saison. C'est le Napoli qui faisait le show. Et en seconde partie de ce championnat, on a vu la Juve revenir au devant de la scène. C'est très bien pour une grosse formation comme la Juve. Là, c'est l'expérience qui a parlé. Félicitations à la Juve. J'espère que pour les prochaines saisons, moi je le dis, je veux voir la Juve prendre encore une fois le trophée de la Ligue des Champions. C'est ça qui est important pour un grand club. Ah oui, Fifi, est-ce qu'on peut dire que rien ne sert de courir? Il faut partir à point avec cette Juventus. Le championnat, c'est comme de l'endurance. C'est pas une course de vitesse. Voilà, ce n'est pas une course de vitesse, c'est de l'endurance. Et la Juve, avec de l'expérience, toute son expérience, a compris cela, est allé et a su quand même prendre la distance quand il fallait. Et maintenant, je crois que c'est pratiquement fait pour la Juve. Moi, je suis en tout cas heureuse pour ce club-là. Et c'était mon choix, en tout cas. Même si ça fait longtemps que la Juve... Vous aviez eu peur entre-temps en voyant le Napoli titiller la vieille dame? Oui, eu peur, oui, bien sûr, mais je me disais que la Juve allait se battre jusqu'au bout pour ce titre-là, n'était pas encore rassasié et c'est ce qui a été fait. Armel? Oui, le Napoli perd surtout sa non-profondeur de banc, tout simplement. Oui, il y a eu expérience de la vieille dame, mais quand on a vu une équipe napolitaine qui ne fait qu'aligner surtout un 11 de départ à chaque fois, et quand on sait qu'au début de la saison, cette équipe était impliquée dans beaucoup de compétitions, le physique a tout simplement lâché à un moment. Tout le contraire de la Juve qui peut se permettre de mettre Cuadrado sur le banc et de le faire entrer, les Douglas Costa, Matuidi. Voilà, les Matuidi. Ça veut dire qu'à un moment, pour les équipes qui osent vouloir enfin détrôner cette Juve-là, il va falloir mettre des moyens pour aller chercher les joueurs et élargir son banc. Et oui, on va s'intéresser au classement pour avoir une idée sur les points.
engrangé. Au classement, la Juve est naturellement, comme on le dit, en tête avec 91 points. Oui. Le Napoli derrière avec 85 unités, donc à 6 points de la vieille dame à 2 journées de la fin. Ouais. La Juve n'a besoin que d'un nul. Voilà, donc quand on dit que c'est presque fait. Voilà. Et puis la Roma, troisième, bien décroché à 73 unités, ouais. 71 pour la Lazio. Et puis l'Inter, 69 points. Ça peut encore se jouer entre ces trois pour les 2 places qualificatives pour la Ligue européenne des champions. Oui. Donc la Roma, la Lazio et l'Inter vont se disputer ces 2 places-là. Le Milan C est classé 6e, la dernière place européenne pour la Ligue Europa. Et là encore, ça va batailler dur entre le Milan AC et l'Atalanta, puisque un seul point sépare ces 2 équipes. 60 pour le Milan, 59 pour l'Atalanta. Et peut-être la Fiorentina, qui a 57 unités, peut encore espérer cette 6e place du Milan AC. La Samp, 54 points, déjà peut dire adieu à l'Europe. Et puis 10e, le Torino, 48. Ouais. Et maintenant, derrière, comme on l'a dit, c'est la lutte pour le maintien. 14e, Spal-Ferrara, 35 points, 34 pour Udinese, Crotone et Chievo. Oui. 18e, Cagliari, 33 points. Puis 19, Hellas Vérone, 25, qui peut encore espérer peut-être jouer les barrages pour oui. Le maintien en Serie A. Et puis Benevento qui peut déjà dire adieu à la Serie A italienne. Au classement des buteurs, oui. Voilà, les capocannonieri, on a le Ciro Immobile de la Lazio qui a 29 unités. Mais Mauro Icardi revient bien dans la course parce que 28 buts maintenant oui. Pour Mauro Icardi. À 2 journées de la fin. La lutte sera rude. Paulo Dybala est à 22 unités. Donc oui. Ça va être difficile de revenir pour cette place de meilleur buteur. Heureusement, là, on n'a pas la Juve. Ce qui est quand même qui fait mal, c'est que Ciro Immobile, qui est italien, ne verra pas son équipe aller de l'autre côté quoi, voilà. pour faire parler de lui. Monde en Russie. Et on parlera également de la 37e journée qui démarre samedi avec le match Benevento-Genoa et puis derrière on aura Inter-Sassuolo. Et le dimanche, les autres matchs, Fiorentina-Cagliari, Crotone et Lazio, Bologne-Chievo, Hellas Udinese, Torino reçoit Spal et on aura le gros match. Ah oui, très attendu. L'Atalanta qui sera face au Milan, son concurrent direct pour une place en Ligue Europa. Oui. Donc tout va se jouer là-bas. Peut-être une victoire décidera du 6e. Est-ce que Gattuso doit tronquer son costume de manager pour aller sur la pelouse? En tout cas, on aura un gros match entre ces 2 équipes. Oui. Et puis on aura également l'affiche, la Roma qui reçoit la Juventus de Turin pendant que le Napoli sera en déplacement à Sampdoria. Ah oui. Vous voyez, chers spécialistes, déjà les petits transistors à l'oreille au niveau de l'Italie, de suivre un peu tout ce qui se passe de notre côté. Oui, puisque ce sont des duels à distance, voilà, pour le maintien surtout. Oui. Donc, ce sont des matchs que les autres vont suivre avec les transistors à l'oreille, c'est clair. C'est comme ça va se jouer. Et surtout dire qu'il y aura la dernière journée. Assez électrique. Hein. Oui. On va suivre tout ça avec vous, Ezekiel Ayataï. Grazie mille. On file de l'autre côté où on dit le boss. Le boss, c'est moi. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Nous parlons de la Bundesliga avec Wilfried Ndouyama. C'est vrai, le Bayern champion. Mais on va d'abord commencer avec les petites disputes entre le Robert Lewandowski et Jupp Heynckes. La dernière fois dans le match face à Cologne, le Polonais n'était pas content d'être remplacé par Wagner. Mais Jupp Heynckes l'a remis complètement à sa place en disant « Celui qui décide, le boss, ici c'est moi ». Oui, le boss ici c'est moi et personne d'autre. C'est ce qu'il lui a dit. Donc il n'a pas digéré le fait qu'on le sorte à quelques minutes de la fin de ce match, que le Bayern a gagné naturellement 3-1. Oui. Et il a même marqué. Tolisso a aussi marqué et James Rodriguez également. Donc il n'était pas content et Jupp Heynckes a voulu bien lui faire savoir que le patron qui décide ici, c'est lui et personne d'autre. Donc je crois que Robert Lewandowski, au-delà du fait qu'il ait marqué 29 buts après 33 journées dans la Bundesliga, ça tire les foudres des supporters et de certains hauts cadres de cette équipe qu'est le Bayern. Vous savez qu'il a envie... Il a été transparent en Ligue des Champions. Voilà, vous savez que ce qu'il a en tête, c'est d'aller jouer au Real Madrid. Or, il a été un flop sur les 2 matchs. On ne comprend pas comment
l'attaquant qui a envie d'aller du côté de la Maison Blanche n'ait pu convaincre, on va dire, les dirigeants de l'autre côté. Donc, il semble même qu'aujourd'hui l'affaire est un peu à l'eau parce que les Madrilènes se demandent mais quel est cet attaquant-là qu'on n'a pas vu sur les 2 matchs en demi-finale et qu'on s'apprête à recruter. Donc, je pense que pour l'instant, ce n'est plus trop, on va dire, l'événement du côté du Real Madrid. Donc, ça tourne un peu la tête à Lewandowski. Et Paul Breitner, le champion du monde 74, est même sorti. Il veut ressembler à Ronaldo, mais sur le terrain, il ne le prouve pas. Les supporters ne veulent plus de lui. Quand quelqu'un comme Paul Breitner se met à dire ça, je crois que Lewandowski a de sérieux problèmes. Maintenant, on a fixé sa valeur marchande à 100 millions d'euros. Quel est le club qui voudra dépenser aujourd'hui 100 millions d'euros 100 millions d'euros pour prendre un joueur qui va vers la trentaine ou bien... Mais il a marqué 29 buts en Bundesliga. Oui, mais il est plus jeune. Il a 30 ans bientôt. Donc ça complique la situation. On parle peut-être du Paris Saint-Germain ou bien d'un club en Angleterre qui pourrait se mettre sur les rangs, mais du côté du Real Madrid, c'est complètement, je ne veux pas dire complètement fini, mais ce n'est plus la priorité au niveau de la Maison Blanche. Voilà. Ezekiel ? Oui, mais... On veut ressembler à Ronaldo. C'est vrai que Lewandowski, c'est pas trop dur cette comparaison. Si, c'est un très bon attaquant, c'est un buteur. Un buteur, il a le sens du but. Malheureusement, sur ces 2 matchs face au Real Madrid, ça a été un flop. Il est passé à travers ces 2 matchs-là, mais c'était l'occasion pour lui quand même de faire bonne impression, de confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Ça n'a pas été le cas, mais ça n'enlève en rien le grand buteur qu'il est. Je pense que les clubs qui connaissent véritablement la qualité de ce joueur vont se mettre sur les rangs, même si ce serait peut-être difficile de mettre 100 millions sur le tapis, sur la table pour le faire venir. Ça va être un peu compliqué. Maintenant, est-ce que s'il se met déjà en guerre avec les dirigeants du Bayern, là, son avenir... Il est mal parti. Oui, ça va être difficile pour lui. Son avenir reste flou parce que si le Bayern insiste à avoir 100 millions pour le laisser partir, on ne va pas l'acheter aussi, mais il va rester au Bayern, mais peut-être il ne jouera pas. Voilà. Ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué. Rapidement, et puis on passe à autre chose. Oui, rapidement, j'en ai assez de ces Allemands-là qui, au nom de la discipline, traitent parfois des joueurs comme ça. On a vu le cas Aubameyang ici. Et puis ça devient une habitude au Bayern. Quand un certain Gomez était là, on l'a renvoyé de cette même façon. Mario Mandzukic est parti au Bayern après avoir été étincelant avec l'Atlético Madrid. On l'a renvoyé de cette façon-là. Aujourd'hui, si on refait le même coup aux Polonais, c'est juste parce qu'il y a Sandro Wagner qu'on a pris et qu'on voudrait tout de suite mettre à la pointe de l'attaque. Et maintenant, avec la communication, on dit que le joueur n'est pas plus important. Oui, on le sait. Mais attention, c'est un joueur qui a fait le bonheur de tout un public, de tout un stade, de tout un club. Il va falloir à un moment savoir lâcher les joueurs. Et cette façon-là qu'a l'Allemagne en général et les clubs de première division, le Bayern, le Borussia Dortmund, de procéder, c'est tout simplement ingrat. Vous êtes contre ça? Je suis contre ça. Rapidement, parce que là, ça devient débat. Mais ça n'explique pas. Roméo. Je comprends la réaction de Ahmed Waba, mais ce n'est pas dans les mêmes conditions. Quand tu es joueur, on te sort, tu n'as pas le droit de contester la décision de ton entraîneur. C'est parce qu'il voit que tu ne réponds plus. Et voilà, celui qui l'a remplacé. Il a fait quoi? Donc, il faut, à un moment donné, comprendre les entraîneurs aussi. On ne va pas dire que le joueur, il est au-dessus du club. Non, on peut te remplacer. On remplace les Messi, les Cristiano Ronaldo. Mais il ne bronche pas. Donc, il faut être également responsable. Je crois que Amel est en train de parler par rapport au fait que les supporters commencent à critiquer Lewandowski. C'est vrai que... Vous avez parlé de supporters. Vous pouvez marquer 100 buts au cours de la saison. La discipline, ils sont souvent exigeants. Et en même temps, les anciens du Bayern qui sortent et tout ça, ça veut dire que... Vous trouvez que c'est trop? Oui, je trouve que c'est trop parce que c'est trop tôt peut-être aussi parce que ces 2 matchs, c'est vrai, on attendait Lewandowski dans ces 2 matchs-là face au Real, on ne l'a pas vu. Ça peut arriver à tout le monde. Des fois même, il y a le Real, on se rappelle du début du championnat. Et Ronaldo était inexistant en début du championnat, mais ça peut arriver à tout. Mais en même temps, commencer à torcher sur lui, c'est pas bon. On en reste là. Et prend Mounyama, on prend les autres résultats. Les autres résultats, Brême et Bayer Leverkusen 0-0, c'est la 33e journée naturellement. Et puis Stuttgart
Stuttgart a dominé Hoffenheim 2-0. Cologne s'est fait battre par le Bayern 3-1, on l'a dit, sur ses installations. Augsbourg a perdu à domicile devant Schalke 2-1. Dortmund n'a pu battre Mayence chez lui, 1-2. Francfort a perdu, Francfort a dominé d'ailleurs Hambourg 3-0, Leipzig 4, Wolfsburg 1, Mönchengladbach 3, Fribourg 1, Hanovre 3, Berlin 1. Et ça fait au total 28 buts marqués lors de cette 33e journée. 8 victoires, 4 à l'extérieur, seulement un petit nul. Au niveau du classement, on voit que le Bayern est toujours en tête avec 84 points, suivi de Schalke 60 points. Dortmund en lutte pour le maintien sur le podium à 55 points. Hoffenheim 4e, 52 points. Et puis le Bayer Leverkusen ferme le top 5 avec 52 points. Au bas du tableau, on retrouve Mayence, 36 points, 15e Fribourg, 33 points, 16e Wolfsburg, 30 points, 17e Hambourg, 28 points, 18e. Cologne, on connaît déjà le sort de cette équipe qui est déjà reléguée en division inférieure, 18e, 22 points. Et les buteurs, Robert Lewandowski, toujours en tête avec 29 buts, et Niels Petersen et Kevin Volland qui ont réussi à éjecter Pierre Aubameyang sur... Comme il est de l'autre côté, c'est mieux pour lui. Donc Niels Petersen, désormais deuxième, le joueur de Fribourg a marqué 15 buts en 33 matchs. Troisième, Kevin Volland, le joueur du Bayer Leverkusen, est à 14 buts. La meilleure attaque, vous le savez, c'est le Bayern avec 91 buts. La meilleure défense aussi, 24 buts encaissés en 33 matchs. Et les équipes qui sont pour l'instant qualifiées pour la Ligue européenne des champions, c'est le Bayern, rien à dire, Schalke, Dortmund, Hoffenheim. Et qualification directe pour la Ligue Europa, c'est le Bayer Leverkusen. Et celui qui, ou bien l'équipe qui ira au deuxième tour préliminaire, c'est Leipzig qui va pouvoir jouer ces préliminaires-là, si le classement reste ainsi, naturellement. Et le 16e, on va dire la 16e place est synonyme de barrage pour la relégation, et les équipes qui sont 17e et 18e sont directement en deuxième division, ce qui explique un peu une 34e journée qui se joue demain. La dernière. Voilà, une situation difficile pour, on va dire, Hambourg. Même en cas de victoire, c'est pas sûr pour ce club d'aller vers les barrages. Donc, on a Bayern, Stuttgart, Hoffenheim, Dortmund. C'est un match qui va être intéressant puisque c'est une opposition entre le 3e et le 4e. Et ensuite, Mayence qui reçoit Werder Bremen, Wolfsburg qui joue contre Cologne. Wolfsburg doit pouvoir gagner pour éviter toute surprise. Hambourg, Mönchengladbach, voilà, c'est ce dont on parle il y a quelques instants. Une victoire de Hambourg contre Mönchen ne garantit rien. Peut-être que ce sera la descente pour Hambourg. Schalke joue Francfort, Bayer Leverkusen, Hanovre 96, Fribourg, Augsbourg et puis Hertha Berlin, Leipzig. Et puis cette précision, Jupp Heynckes qui a dit que Manuel Neuer ne jouera pas les deux derniers matchs de la Bundesliga, c'est-à-dire le dernier match de la Bundesliga et puis le match de la Coupe. Et derrière, on verra bien si Joachim Löw va prendre ce joueur-là, considéré comme le meilleur gardien du monde, qui s'est blessé depuis septembre. La liste, c'est le 15, on verra bien. S'il sera dans la liste de Joachim Löw pour la prochaine Coupe du Monde. Monaco, le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. La Gazette réussit le sien, 28e but de la saison, sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. On sait que le Paris Saint-Germain est champion depuis très longtemps, mais il y a 3 équipes qui luttent pour la 2e place, Fifi, à son avis. Il y a bien sûr Lyon, Monaco et puis Marseille qui sont à, je dirais... 1 point. Un point, c'est ça justement. Et le Paris Saint-Germain qui est déjà champion mais qui ne gagne plus. Ça fait 2 matchs déjà. C'est pas un événement, Fifi. Oui. Voilà. Et le vendredi dernier en déplacement, le Paris Saint-Germain a fait match nul face à Amiens. Du Togolais Serge Gakpé qui est revenu, qui est rentré en jeu. Et 2 buts, Cavani et puis Amiens officiellement maintenu. Officiellement Super. maintenu. Bonne nouvelle pour lui. Et puis
Metz officiellement relégué. Mauvaise nouvelle pour Mathieu de Séville. Mais vous aviez traité l'info pas plus tard que hier. Hier, deux clubs, justement. Bordeaux et puis Levante qui veulent quand même enrôler. Ce sont de belles offres pour lui. Pour lui, je pense à 30 ans maintenant, 31 ans, c'est quand même intéressant pour lui de soit rester en Ligue 1 ou partir en Ligue 1. Bordeaux, c'est mieux que la deuxième division. Vous avez tout dit, Ezekiel. Et on peut dire déjà que Marseille, après sa qualification, a réussi à battre Nice 2-1. Des buts de Germain et puis de Payet et puis Balotelli qui a inscrit le seul but niçois et Marseille qui reste en contact avec Lyon et puis Monaco. Lyon qui a dominé 3-0 et avec un doublé de Traoré. Et le Burkinabé qui en cette fin de saison fait quand même du bien à cette équipe de Lyon qui revient en forme. En temps il était un peu blessé, maintenant il est très très en forme ce joueur. Et puis en même temps Monaco a dominé Caen en déplacement 2-1. Un doublé de Moussa Silla. Justement. On a vu une équipe de Monaco complètement euphorique. C'est comme s'ils avaient remporté le championnat. Oui, c'est normal parce que vous savez que depuis quelques journées maintenant, Monaco a du mal à gagner ses matchs. Et puis il y a une place en jeu, la deuxième place qui lui a été d'ailleurs chippée par Lyon. Il y a une place en jeu. Donc si Monaco avait perdu ce match-là, ce serait compliqué de revenir et c'est pour ça qu'ils étaient très très contents après cette victoire-là. Dijon et Guingamp Dijon qui bat Guingamp 3-1, Metz battu par Angers, on vient de le dire. C'était la défaite de trop, c'est fini pour Metz qui retourne en deuxième division. Et vous savez que Metz est lanterne rouge depuis septembre. Oui, naturellement. Et n'a jamais été officiellement relégué jusqu'à la dernière fois. Et c'était pratiquement de l'agonie. Finalement, c'est fait et il doit maintenant penser à la deuxième division. Et Fifi, on va s'intéresser à la 16e place occupée par Lille. Lille, voilà, justement. 3, ça fait quoi? Juste 3 points. 3 points. Lille qui a 35 points. Oui. Maintenant, après, il y a Toulouse qui est 18e, qui a 34 points. Strasbourg, 35 points. 35 points également, 19e, 3 à 32 points. Et puis, la dernière, c'est fini, Metz n'est plus en course. Maintenant, Lille qui s'est sauvé, maintenant, il va falloir... Lille a son destin en main, il va falloir ne pas perdre maintenant pour pouvoir être définitivement sauvé. Maintenant, c'est quand même... c'est faisable. C'est faisable. Moi, je pense que depuis quelques temps, ils jouent quand même bien. Ils ne sont pas si ridicules dans le jeu, mais ils pêchent souvent dans la finition où ils ne sont pas déconcentration, surtout vers la fin de match. On a déjà vu Lille mener 2-0 et se faire rattraper dans le temps additionnel et c'est compliqué. Maintenant, je crois qu'ils doivent être concentrés du début jusqu'à la fin pour pouvoir se sauver. Mais c'est difficile, ce sera difficile pour Strasbourg maintenant qui était mi-tableau et puis vers la fin. Qui a le loisir de battre le Paris Saint-Germain. Voilà, donc maintenant Toulouse également là qui est maintenant pratiquement barragiste. Justement, avec 34 points. Avec 34 points. En bas, il y a 32 points. C'est encore jouable. C'est encore possible. Jusqu'à la dernière journée, je crois que surtout pour le bas et puis même pour la deuxième place, ça va se jouer à fond jusqu'à la dernière journée. Au classement des meilleurs buteurs? Au classement des meilleurs buteurs, il y a Cavani, 28 buts. Je crois que ce sera fait. Oui, c'est clair. C'est clair, il ne sera pas rattrapé. Il ne sera pas rattrapé. Il y a Thauvin avec 20 buts, Neymar, 3e avec 19 buts, Mariano Diaz, 18 buts, Falcao, 18 buts. La prochaine journée? La prochaine journée, ça commence ce soir, Guingamp-Marseille. Oui. En avancée, on peut dire par rapport au match de mercredi? Par rapport au match de mercredi, un match que Marseille ne va pas perdre non plus si Marseille veut prendre cette deuxième place. Le samedi, Amiens joue Metz. D'accord. C'est le retrouvailles entre deux Togolais. Angers reçoit Nantes. Bordeaux affronte Toulouse. Lille joue Dijon à domicile. Je crois que c'est également jouable pour Lille. Monaco reçoit Saint-Etienne. Montpellier joue 3. Nice, Caen, PSG Rennes et puis Strasbourg-Lyon. Voilà ce qu'on peut dire sur la Ligue 1. De toute façon, le vendredi prochain, on va revenir et sur les performances de Marseille en Ligue Europa et surtout des résultats de la 37e et avant-dernière journée de la Ligue 1 Conforama. Cette fois-ci, on s'intéresse aux questions des auditeurs. Question de l'auditeur. Plateau Foot Europe.
Alors, chers spécialistes, la première question qui nous est parvenue, elle est de Josu Apelete. Anthony Martial sera-t-il encore la saison à venir à Manchester United? Qui se mouille sur cette question? Apparemment non. Apparemment non. Vous savez que depuis un moment, ce n'est plus, on va dire, la rose entre lui et José Mourinho. Donc, il se dit que le joueur est pisté par la Juventus Turin. On verra bien. Le joueur même a envie de quitter les Red Devils parce que là, il ne joue plus. Donc, c'est même pas sûr qu'il irait à la Coupe du Monde pour cette situation. Donc, je pense qu'il vaudra mieux pour lui d'aller voir ailleurs. Mais il est toujours sous contrat avec Manchester United. Oui, c'est ça la particularité. Voilà. Deuxième question, est-ce que Griezmann au Barça est une bonne affaire sportive pour le joueur français? Si oui, qui pour le remplacer à l'Atlético? Qui pour le remplacer, ça, on ne pourra pas le dire. Mais choix sportif, jouer avec le Barça, oui, parce que tout grand joueur aimerait jouer avec le FC Barcelone. Mais s'il fait allusion à Ousmane Dembélé qui est arrivé, cause de blessure, il n'a pas pu intégrer l'équipe du Barça. Mais on a vu dans ce match en retard, il a marqué 2 buts, il a délivré une passe décisive. Ça veut dire tout simplement que le joueur a besoin de temps pour pouvoir s'intégrer et maintenant il commence par s'adapter véritablement. Griezmann au Barça, oui. On peut jouer Griezmann avec Messi ou encore Suarez et repositionner Coutinho en tant que milieu puisque Iniesta part déjà. Donc je crois que le choix est sportif du côté de Antoine Griezmann. Maintenant c'est le joueur qui doit décider. Pour l'instant il n'a pas encore réagi. On attend de voir, peut-être ce sera le tube de l'été. On va suivre ça de très très près. La troisième question, elle est de Manuel Gibidar. Lucien Favre est-il capable de redorer le blason à Dortmund en Bundesliga? Oui, il a été annoncé même la saison dernière pour succéder à Thomas Tuchel. Mais après, il n'a pas été le choix, on va dire, prioritaire. Voilà pourquoi il a continué avec Nice. Par rapport à ce qu'il a fait avec Nice l'autre saison, je crois que c'est un entraîneur qui a tapé dans les yeux des grands clubs en Europe. Maintenant, il avait déjà même coaché en Allemagne, non? Oui, bien sûr. Donc, Borussia Mönchengladbach. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien ce championnat. Oui. On peut lui donner le bénéfice du doute. On sait que depuis un moment, le Borussia Dortmund ne se comporte plus comme, on va dire, un club ambitieux. Maintenant, il reste à voir si c'est lui qui va être choisi pour la prochaine saison. On verra bien. On verra bien, oui. Et puis surtout, c'est un entraîneur qui aime travailler avec les jeunes. On l'a vu du côté de Nice avec Alessandre Plea, l'Ivoirien également, Seri, oui. Et voilà, à Dortmund, il n'y a que la jeunesse, à part peut-être le défenseur central Subotic, il y avait un autre. Oui. Voilà, c'est l'autre équipe, le reste de l'équipe, c'est la jeunesse. Et donc, voilà, il peut y avoir compatibilité entre les deux. Quatrième et dernière question, quel avenir pour Arsène Wenger? La question est de Sodi Arlanco. Je pense que là, c'est une question plus pour Arsène Wenger. Oui. Mais je crois qu'Arsène Wenger, on pourra le voir comme Sir Alex Ferguson par moment dans les tribunes. Il ne sera pas trop loin du club quand même. Oui, parce qu'après 22 ans, ce ne serait pas bien de couper quand même les liens comme ça. Donc forcément, il restera en contact avec le club. Mais Arsène Wenger, il est âgé. Pourquoi ne pas s'offrir des vacances dorées? Il ne va pas chômer. Il ne va pas chômer. On va remonter le générique plateau foot et juste derrière le thème sportif. Et nous parlons du thème sportif avec le professeur Ezekiel Aïataï. Il s'agit de quoi, professeur? On parle de relance, la relance. Une fois le ballon récupéré par la défense, l'équipe est donc en phase d'attaque. Donc la relance est la première phase de la construction de l'attaque. Donc il existe, disons, 2 grandes classes de relance. La relance à l'anglaise, qui consiste à un long dégagement du défenseur ou du gardien en direction des attaquants. Et il y a également la relance constructive. Là, ça consiste à passer par le milieu de terrain et des passes courtes, rapides pour aboutir aux attaquants. Donc, je pense que c'est si bien faire le FC Barcelone, par exemple, ou encore le Real Madrid et les grands clubs. L'Ajax aussi le faisait dans les années 90. Oui, l'Ajax. Je pense que c'est plus les Hollandais qui l'ont amené, notamment Cruyff,
qui l'a amené au FC Barcelone, et c'était le jeu de l'Ajax, et c'est aussi le jeu des Pays-Bas à l'époque avec les Overmars et tous les autres. Donc je crois que c'est ce qu'on peut retenir de la relance, la relance à l'anglaise, les longs dégagements ou la relance constructive. Messieurs, vous vous rappelez, est-ce qu'il est possible de voir un gardien faire une relance à la main et le ballon rapidement retourner dans ses propres filets? Oui. Si, on l'a déjà vu. C'est déjà arrivé. C'est une relance voilà, à la main. Le ballon roulé. Voilà, il se loupe et il met le ballon dans ses propres filets. Et c'est validé. Ah oui, ça pour l'instant, on n'a pas de nom pour d'adjectif par rapport à cette relance-là. Relance loupée. Relance est très très importante dans les contres. Hein. Si c'est bien fait, souvent, ça permet à l'équipe peut-être de faire la différence. Exactement. Et quand on arrive à avoir des joueurs à droit, comme Andrea Pirlo par exemple, c'est un meneur de jeu mais qui joue juste au-dessus de la défense parce qu'il peut retrouver ses attaquants sur des passes de 50 mètres. Voilà, donc c'est aussi ça, avoir de bons relanceurs comme le Brésilien qui était au FC Barcelone, Edmilson, qui est un très bon relanceur également. Ah, vous avez une très bonne mémoire, mémoire d'éléphant, Ezekiel Ayataï. Rapidement, on va s'intéresser à la Jamaïque en football. Nous parlons football qui rime avec la Jamaïque parce qu'il y a ce monsieur Robert Nesta Marley, c'est un grand amateur de foot, n'est-ce pas, Franck Nounyama? Oui, bien sûr. Ah oui. C'est quelqu'un qui aime le football et il a prouvé, il a de très bons pieds. Ah oui, justement. Donc Robert Nesta Marley, on peut dire même que c'est un bon joueur. Ah oui, justement. Malheureusement, il n'a pas eu le temps d'aller sur le terrain parce qu'il est plutôt musicien, chanteur. Un grand prophète. Un grand prophète. Ah oui. Dont les chansons sont toujours d'actualité. Absolument. Après sa mort, il y a 37 ans. Ah oui, justement. C'est le King. C'est une légende. Il est décédé un certain 11 mai 1981. Ça fait aujourd'hui 37 ans qu'il nous a quittés. Et on va s'intéresser à la Jamaïque en football. Peut-être certains autour de cette table étaient nés il y a quelques mois. On va s'intéresser à la Jamaïque qui était en Coupe du Monde il y a 20 ans. C'était en 98 en France. Alors la Jamaïque, chers spécialistes, on va un peu se gérer les méninges. Dans quel groupe se situait cette équipe de la Jamaïque? Qui veut se mouiller là-dessus? Il y avait 3 autres équipes avec la Jamaïque dans le groupe H au niveau du mondial 1998. Franck Nounyama, ça vous dit quelque chose? Fifi? Non. Roméo? Armel? La Colombie, non. Il y avait un pays de l'Amérique du Sud, mais c'est pas la Colombie. L'Argentine. L'Argentine était là avec la Jamaïque. Il y avait également... Oui, Ezekiel, vous voulez vous mouiller là-dessus? le Japon. Il y avait le Japon aussi. Et puis la Croatie. Voilà les équipes qui étaient dans le même groupe H que la Jamaïque. Il y a quand même 20 ans. Eh oui, et puis... Ça, c'est un bon argument. Le premier match de la Jamaïque s'est soldé par une défaite 1-3 face à la Croatie. Le deuxième match, 5-0 face à l'Argentine. Et puis la troisième rencontre, c'était une victoire, 2-1 face au Japon. Ah oui, Armel, ça, vous le retenez. Mais attendez, j'avais une question par rapport à ça. Comment s'appelle l'équipe nationale de la Jamaïque? C'est ça. Les J'ai trouvé. Non mais c'était des images fantastiques parce que quand on voyait des Jamaïcains en tribune, c'était de très très belles images. Bien stylé. Ah oui. Et puis il y a un autre sprinter également. Oui, bien sûr. Avec le Bolt avait 9-10 ans. Ah voilà, justement. Il était dans les tribunes? Oui. Ça, j'en sais rien. Sur les pistes d'athlétisme. Et ça va se terminer dans la bonne humeur. On va faire le tour de table pour saluer les inconditionnels de cette émission. À vous l'honneur, Fifi Assogavi. Je salue Maman Togo qui nous suit. Oui. Et elle me l'a dit la supportrice du Real Madrid. Ah oui. Bonjour à vous, maman. Je la salue, c'est tout. Ah d'accord. Franck Nounyama. Oui, c'est vraiment
Mama Togo, elle nous l'a rappelé. On n'a plus besoin de la présenter. Bonjour. Bonjour à Pascal, Daniel, Kenneth, bonjour à Esther, bonjour à Titi, bonjour Innocent le Taximan, One Love le Barcelonais. Oui. Et bonjour à tous ceux qui aiment cette émission. Roméo Yetor. Bonjour à Zarif le Madrilène, Gordo, négociateur de la Nove, sénateur Palmer Koumandi, Benoît Nousoukoué, Noukbade, Kofi de Badou et l'homme de Goula, et puis sans oublier tous les auditeurs du côté du bar Camionnette. Arbel Ouaba. Oui, bonjour à Léonce, la Barcelonaise, à Delanove et à tous les autres du Football Club Barça. Et je vous laisse avec une citation de Bob Marley. Allez-y. Ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais pour que ton absence se ressente. Ah oui. Elle est très très profonde. Raison, Ezekiel, vous bouclez la boucle. Je dis bonjour à Manoua Kouete, Rachida Alassani, Maoufi et Fomin Mocha, Bilas Mancha, et je fais un coucou spécial à Marielle Honkoti. Bonjour à Elinio Arunaki, à Emmanuel Damoutiévé, Emmanuel Donko Bolanini, Clément Gadek-Bekou, Evelyne Benyedi, sans oublier Yvette Clousset. Merci, chers spécialistes, d'être passés dans le studio Messanyamé. Nous saluons également le doyen au passage. On se donne rendez-vous vendredi prochain, toujours avec la bonne humeur et les infos foot européens. Merci à Tewa Javon qui a assuré la mise en œuvre. Merci également à Elom Adovon pour la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur radiosport.fm, tg.com. Bon vendredi à tous. Ciao, ciao.